bienvenue sur Prospect. Aujourd'hui, on va vous partager nos prédictions de 2025. On arrive à la fin de l'année, c'est l'heure des bilans. Et comme chaque année, il y a des entreprises qui célèbrent leur succès parce qu'elles ont atteint leur quota et d'autres qui, malgré beaucoup d'efforts, se retrouvent déçues parce qu'elles n'ont pas réussi à atteindre leur objectif. Mais il y a une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, la vente est en pleine transformation. Les playbooks traditionnels ne fonctionnent plus comme avant. L'IA, les nouveaux comportements des clients et l'évolution des attentes transforment profondément notre manière de vendre et de générer des revenus. Conisum, qui a accès à des tonnes de données et échange avec des entreprises partout en Europe, observe ces évolutions en direct. Et moi, de mon côté, je vois de grandes tendances émerger. Et c'est pourquoi on a décidé de faire évoluer ce podcast ensemble. Notre objectif, vous aider à anticiper ces changements pour que vous soyez prêts à prendre ce virage stratégique dès 2025. On va aborder les grandes tendances qui vont façonner l'avenir de la vente. On va les analyser, les débunker, montrer ce qui marche pas, pour qui elles sont adaptées et pourquoi. Et surtout, on va vous donner les clés pour implémenter les meilleures stratégies dans vos entreprises. Quelques exemples de sujets qu'on va explorer. Bien sûr, l'impact de l'IA sur les stratégies de vente, le messaging, le setting, l'alignement des équipes, le nearband et plein d'autres sujets d'actualité. Et je commence déjà avec Alexandre Bring, qui a accompagné des centaines d'entreprises dans l'accélération de leur croissance. Parmi ses collaborations, on peut compter Wiglot, Javelot, Coding Game, Faro, Spendesk, Time. Bref, c'était le meilleur pour pouvoir discuter des grandes tendances 2025. On a parlé de l'impact de l'IA, de l'évolution des approches de prospection, de la transformation des organisations commerciales, de l'importance du messaging et surtout, un sujet pépite, comment le duo marketing et sales devra collaborer pour générer encore plus de revenus. Installez-vous bien, c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute. Ravi de te recevoir à nouveau du coup sur ce podcast. Du coup, on va parler de sujets dont on discute quand même pas mal ensemble. C'est 2025, les tendances 2025. Comment les équipes sales, marketing devront se structurer, ce qu'elles devraient faire pour pouvoir continuer à performer et même surperformer. Du coup, avant de commencer là-dessus, je sais que tu as des avis très tranchés. Est-ce que tu peux me partager un petit peu, on est fin 2024, c'est quoi ta vision en fait un peu de la situation actuelle sur la partie marketing, sur les équipes qui gèrent le revenu? Ouais, bah, je te dirais explosion du bruit, surtout sur la partie sales. Tu vois, la partie marketing, euh, tu peux aussi avoir une explosion, mais j'ai l'impression qu'elle est moins marquante, tu vois, où elle va être plus insipide, quoi. C'est-à-dire, tu vois, l'explosion des contenus IA random, euh, au final, tu les vois pas forcément autant passer que ça parce qu'ils vont pas générer l'attraction espérée, quoi. Donc, la vraie pression ou la vraie explosion que tu vois, c'est surtout sur la partie, sur la partie sales, où en fait, tu vois tout de suite l'impact. Hein. Tu vois, t'as plus de volume de messages, plus de volume de sollicitations auprès des prospects, et donc tu vois concrètement l'impact là-dessus. Donc ça serait la première chose, quoi. Et après du coup difficulté croissance, c'est-à-dire que cette année pour beaucoup d'équipes revenus ça a quand même été galère, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que t'as pas beaucoup de boîtes qui viennent te voir avec non, mais c'est un carton plein et tout, ça tourne tout seul. Là c'est plus le contraire, les boîtes sont plus dans une optique de baisser tous les coûts qu'ils pouvaient avoir au niveau des équipes, etc. Donc tous les investissements qu'ils pouvaient mettre en place. Enfin, t'es plus dans une optique entre guillemets de pas de décroissance, mais tu vois d'investissement plus intelligent et pas de la croissance à tout prix, quoi. Et donc ça se ressent aussi, tu vois, sur la dynamique des équipes et tout ce qu'ils peuvent mettre en place aussi auprès des équipes GTM. Yes. Et du coup, en fait, toujours dans ce que tu dis, hein, pour faire une continuation, on a vu en fait quelques équipes, quelques boîtes, du coup, prendre des décisions, une décision assez radicale, qui est notamment de supprimer les équipes SDR ou BDR, notamment au profit, alors soit effectivement en transformant les équipes sales et d'avoir en fait un type de sales qui soit full cycle, qui gère la génération de leads jusqu'au closing, ou soit pour certaines, d'investir un maximum dans des outils, et notamment sur l'IA, pour pouvoir générer des leads ou en tout cas remplacer une partie des sales, notamment sur la partie discussion. Et du coup, j'avais envie de parler de ça avec toi parce qu'on on le sait, l'IA va avoir un impact sur toutes les équipes de revenus. C'est quoi que toi aujourd'hui, ta vision là-dessus? Et c'est quoi les opportunités et au contraire les choses qui risquent d'être beaucoup plus compliquées pour tout le monde?
Bah, tu vois, si on parle un peu de l'IA sur cette année, quoi. L'IA, ça a eu un impact concret du coup sur la partie outreach, hein. Un petit peu moins sur la partie call parce que pour l'instant la partie call elle est dégueulasse avec Ah l'IA, tu ouais. vois. Je veux dire, t'as des, tu vois, j'ai reçu un call random moi d'IA il y a quelques jours, tu vois. Et tu sais pour les trucs de spam B2C, les trucs d'énergie, Mm. machin, un truc comme ça quoi. Et en fait tu le sens tout de suite, parce que tu sais t'as un délai de latence qui est assez important, donc tu vois Ouais. cette partie-là est pas encore assez chiadée pour vraiment pouvoir être déployée à l'échelle correctement, quoi. Donc elle n'a pas trop encore été venir polluer la partie call, tu vois. Sur la partie email, par contre, et quand je te dis email, ça peut être message LinkedIn, enfin en gros toutes les touches hors call peuvent aujourd'hui être gérées avec de l'IA, quoi. Et donc c'est pour ça aussi que tu as eu cette explosion de bruit, quoi. Et l'impact de ça, c'est aussi que ça a lissé un petit peu le niveau moyen. C'est-à-dire que tu vois, avant, tu avais un fossé plus important entre les messages qui étaient vraiment tout pourris, parce que c'était envoyé par des gens qui avaient, tu vois, zéro notion ou zéro bonne base sur le sujet, quoi. Et le ventre mou, en fait, tu vois, qui suivait un peu les grandes recommandations, mais t'avais pas des trucs exceptionnels. Et après, les approches, tu vois, qui vraiment sortaient du lot et qui te permettaient d'avoir des performances assez intéressantes. Euh, et du coup, l'impact de l'IA, toi, c'est que les messages vraiment tout pourris aujourd'hui, t'en croises plus tellement, quoi. Euh, Tu vas avoir en gros des messages moyens en masse, et en fait les messages moyens sont devenus tellement courants euh, que ça a redéfini un petit peu, tu vois, ce que je vais appeler le nouveau médiocre. C'est-à-dire le médiocre d'avant est devenu plus élevé aujourd'hui, quoi. Euh, Sauf que ce qui définit ce qui est médiocre, quoi, toi, c'est les autres, c'est-à-dire en gros quand le prospect reçoit 4, 5 fois, 6 fois dans la semaine les mêmes messages, ou toi la même structure, les mêmes trucs, les mécaniques que tu pouvais utiliser auparavant du coup sont moins efficaces parce que tu les associes, tu vois, à des messages de spam, des trucs de prospection random. Donc même si dans le fond l'approche est ok, le fait que ce truc là a été démultiplié en masse fait que ça devient beaucoup moins efficace, quoi. D'ailleurs c'est pour ça que tu vois que tu as des call to action aujourd'hui qui ont tendance à moins bien performer qu'avant parce que justement ça a été surexploité, quoi. Et donc c'est toujours le même cycle sur la partie Tu penses à sales. quoi, par exemple? Euh, Toi chez les ricains, par exemple, t'avais un message assez classique, tu sais, any fof là, tu vois. En gros, voilà, qu'est-ce que tu penses du truc, quoi. Donc ça, c'était le petit message ping. En soi, ce que j'appelle message ping, tu vois, c'est une bonne mécanique et qui fonctionne bien. Mais quand t'as le même pattern tout le temps, forcément le truc, tu vois, va moins performer, quoi. Et après, à l'époque, t'avais aussi, enfin à l'époque, ça date pas non plus d'il y a très longtemps, quoi. T'avais tout ce qui était les call to interest, tu vois, donc tu demandais pas une action, c'était ou ce qu'on appelle aussi les soft CTA, tu vois, les appels à l'action plutôt soft, où tu vas pas demander un meeting, tu vas pas demander du temps, tu vas plutôt chercher à valider un intérêt, quoi. Donc ça, sur le principe, c'est toujours bon, mais les tournures qui étaient utilisées sur ces questions-là étaient toujours un petit peu les mêmes. C'était assez, en anglais, c'était worthless chat, tu vois, enfin des petits trucs, des petites formulations comme ça. Euh, et donc du coup, forcément, quand tu commences à recevoir ça en masse, bah à la fin, toi, tu fais plus vraiment attention, quoi. Et donc du coup, maintenant, de ce qu'on peut voir un peu sur les chiffres, en tout cas du côté ricain, c'est que les approches plus directes reprennent un petit peu le dessus. Et donc toi, c'est un peu le cycle infini qui s'arrête jamais, quoi. Même C'est si tu vois, toujours à chaque fois, dès que tout le monde fait quelque chose, il faut faire l'inverse et exactement quoi. oui, Enfin, ça ouais, arrête pas c'est quoi. toujours là. Parce Ouais. qu'en fait, comme tout le monde veut l'attention un peu des mêmes prospects ou du même marché, euh, ta compétition, c'est pas uniquement tu vois, tes concurrents directs, etc., qui vendent la même chose que toi. Ta Ouais. compétition, ça va être toutes les autres équipes sales qui veulent adresser les mêmes prospects et donc qui vont utiliser des mécaniques similaires à la tienne. Et du coup, tu te noies dans la masse par rapport à tout ce qui est envoyé, quoi. Et donc, t'arrives pas à sortir du lot, quoi. Donc, tu vois, l'IA a démultiplié, j'ai l'impression, euh, ces messages random parce que ils se ressemblent un petit peu tous, tu vois, et tu reçois assez vite par exemple, euh, t'as des messages IA aujourd'hui qui sont pas ouf par rapport à tout ce qui est icebreaker, c'est-à-dire que t'as pas mal de gens qui sont allés rusher sur le truc IA et qui ont tout délégué à la partie IA, et du coup à la fin tu te retrouves avec des messages un peu débiles où ils vont te citer des trucs par exemple sur ton site, tu sais, qui n'ont aucun sens par rapport Ouais, à ce qu'ils vont clairement. te raconter sur le Clairement. produit, quoi. Et là, tu te dis, ok, Ouais. il y a une personnalisation qui est poussée, sauf qu'en fait, tu sens tout de suite que c'est un truc qui est à random. Tu te dis, ok, mais enfin, le Ça n'a point que strictement t'es rien allé à voir avec ton soulever, produit. enfin, Parce ou que la probabilité, en le fait, que point qu'il amène effectivement, est dans mon débile, site. quoi. Ouais, parce que la probabilité que sur mon site, il y ait quelque chose qui match avec la problématique de ton produit, c'est quand même. Enfin, tu joues au poker, quoi, en fait.
Tu Non, et, vois, souvent c'est les mêmes trucs. Tu vois, par exemple, ils vont te dire, tiens, Laetitia Fall, en tant que machin, ou tu sais, vendu, la mission de vendu c'est X, Y, Z. Enfin, tu sais, tu sens que c'est des trucs qu'il y a parce qu'ils vont juste te reformuler, parce que forcément, comme que l'IA j'ai est mis un peu sur mon site. débile, Ouais. voilà, toi, ils vont te reformuler un peu ton truc pour te le remettre un peu au propre dans l'email, sauf que ça n'apporte rien, toi. Et ça te donne pas un sentiment de personnalisation poussé. Donc en fait, toi, l'impact derrière est pas ouf là-dessus, quoi. Donc tout ça pour dire, toi, sur la partie IA, que ça a créé un fossé plus important entre les approches qui sont top et du coup le ventre mou qui est devenu un peu le nouveau médiocre. Et donc en fait, aujourd'hui, toi, sur des campagnes, auparavant, tu pouvais avoir des trucs genre 10, 15, 20% de reply, tu vois, sur des séquences de prospection, quoi. Et tu pouvais considérer, ok, 10, 15%, bon, c'est correct, c'est pas ouf, tu vois, mais c'est fine, quoi. Et les bonnes séquences, tu vois, c'était les trucs où t'allais taper, tu vois, des 25, 30% ou au-delà, quoi. Aujourd'hui, tu vois, les séquences moyennes comme ça, elles n'existent plus vraiment. La plupart du temps, tu vas avoir ou un truc qui marche pas du tout, tu vois, c'est-à-dire en gros, on a 5% de reply, on a moins de 5% de reply rate. Donc ça, c'est valide sur le marché Et FR, puis hein, tu vois. reply, ça veut dire, juste pour les auditeurs, ça veut pas dire des replies, ça veut pas dire des rendez-vous. Hein. Ça peut être Oui, des ça veut pas dire replies, des rendez-vous, hein. enlevez-moi de cette séquence, arrêtez de m'écrire, Oui, stop séquence. Donc voilà, oui, ça là, prend c'est en compte important de le dire. toutes les reflags. Mais tu vois, ça te donne une idée où, par exemple, on peut parler de taux d'intérêt, tu vois, tu vas avoir des taux d'intérêt de 1%, des trucs comme ça, tu vois, enfin, ou de 1 ou 2% grand max, quoi. Euh, et du coup, résultat, ça c'est ce qu'on va considérer aujourd'hui comme étant la majorité des campagnes, parce qu'aujourd'hui le ventre mou n'existe plus, toi. Donc en fait, ou t'as un truc qui marche et qui surperforme un peu la moyenne marché, quoi, et donc on va considérer que t'as une approche qui rentre dans le top, ou bien t'as une approche qui est moyenne ou qui est médiocre, et du coup tu vas taper des trucs comme ça, 5% de reply, 1% d'intérêt, alors qu'auparavant les mêmes mécaniques que tu pouvais utiliser te permettaient d'aller faire x2 en termes de résultats, toi, x2 ou x3, quoi, sans mettre plus d'efforts et sans trop changer tes mécaniques. Et donc, toi, il y a aussi ce truc-là où le, t'as quand même un shift qui se met en place où les, le marché évolue beaucoup plus vite qu'avant, toi. C'est-à-dire que il faut te réinventer beaucoup plus. Par exemple, une séquence avant, tu pouvais faire durer un truc, tu vois, 18 mois, tu vois, 1 an et demi, 2 ans, sans forcément trop le changer, hein. Il y a beaucoup de boîtes qui ont grossi comme ça, quoi. Euh, et en fait, maintenant, tu vois que déjà en quelques mois, ne serait-ce qu'en un seul quarter, ton truc peut déjà se faire dégommer, quoi. C'est-à-dire, tu vas avoir une durée de vie sur ce que tu mets en place de 3 mois, et 3 mois après, tac, le machin sera flingué, quoi. Donc, tu as besoin d'aller de toujours te réinventer assez loin. Et le souci qu'on peut avoir sur le marché actuel, c'est qu'en fait, quand tu te bases uniquement sur ce qui est partagé, par exemple sur LinkedIn, dans des webinaires, des trucs comme ça, etc. À partir du moment où le truc est partagé, tu peux déjà considérer que c'est un petit peu périmé, quoi, tu vois. Donc, tu as un temps de, de, merde, comme on dit, d'expiration, tu vois, sur ce que tu mets en place qui va être beaucoup plus court. Et en fait, quand il y a un truc qui marche, le temps que ça arrive à toi, il y a moyen que ce soit déjà plus ou moins surexploité et qu'en gros ça a commencé déjà à moins bien performer, quoi. Donc tu es toujours obligé, tu vois, d'aller te challenger tout seul. Et c'est là où c'est plus dur, je pense, pour les équipes parce que tu dois penser tout seul sans chercher à copier-coller ce que tu as pu trouver à droite à gauche. Donc toi c'est plus dur parce que ça demande beaucoup plus de réflexion qu'avant, quoi, et de bien comprendre les mécaniques d'approche pour voir comment tu peux les adapter dans ton cas, quoi. Donc ça ce serait l'un Ouais, des super. impacts aussi, quoi. Ok, super, super intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, on peut pas tout partager en fait. Ça, Ouais, bah c'est tu vois. aussi également avoir en tête. Euh, du coup, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que tu penses? Parce que du coup, tout à l'heure, je l'ai un peu évoqué, Mhm. du fait des équipes. Tu as parlé en fait des problématiques que ça peut avoir, mais des équipes voilà qui décident de se dire bon bah en fait aujourd'hui un SDR, tu comprends en fait cette position, de se dire en fait bah voilà soit on va avoir moins d'XDR, soit du coup on va supprimer ces équipes et on va les remplacer. Tu penses quoi en fait? Ça va être une tendance, on le voit, on l'entend de plus en plus. Tu penses quoi de ça? Pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faut et quels sont les risques quoi? Bah, tu vois, l'impact du fait que ça a été plus dur, c'est qu'on a bifurqué beaucoup plus sur la partie call, tu vois. Euh, Sauf que du coup, on est passé d'une approche où tu avais un mix, tu sais, call, email, etc., quoi. Et aujourd'hui, en fait, tu vois, le sales des dernières années a quand même été très focus au niveau transactionnel. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, les sales ne veulent pas traiter.
Enfin, je te dis les sales, je vais me faire fouetter si c'est tous les Ouais, sales, ouais, c'est pas comme ça, surtout toi. par moi, la Mais première. Non, je rigole. ouais. Mais toi, t'avais une tendance où en fait, euh, tu voulais avoir un peu une conversion directe assez vite. C'est-à-dire qu'en gros, si je parle à quelqu'un, je veux du meeting tout de suite, quoi. En gros, j'ai pas envie de traiter des réponses de mecs random qui ne bookent pas directement. C'est pour ça que toi, tu avais beaucoup de séquences qui incluaient des liens pour booker des meetings directement, parce que le sales ou n'avait pas le temps de pouvoir gérer les réponses, parce qu'en fait, on te demandait, tu vois, des volumes de quotas à atteindre qui étaient beaucoup trop importants, quoi. Ou bien, toi, t'as la flemme et tu veux pas Ou bien tu t'emmerder sais à pas faire. gérer les réponses. Ou bien tu sais pas faire aussi, toi. Et en fait, tu sais pas comment, quand t'as, toi, l'approche que t'as en call, souvent, elle est beaucoup plus directe. Et du coup, les sales qui ont un profil très chasseur, quand tu essaies de répliquer cette approche-là sur la partie email, ça marche pas du tout de la même manière parce que un email ou toi un message LinkedIn ou autre, le mec est tout seul avec ton message. Donc tu vois, c'est comme si tu me filais un flyer dans ma boîte aux lettres. Bon bah le flyer, tu vois, j'ai aucun remords, aller le foutre direct à la poubelle et à lui a donné une seconde attention. Par contre, si tu m'arrêtes dans la rue et que t'essayes de m'alpaguer vite fait, même si tu me saoules, je vais avoir plus de mal, toi, à te dégager en 2 secondes, toi, parce que j'ai pas envie d'être un connard, machin et tout. Donc le téléphone, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que les gens vont te permettre d'avoir une liberté d'action plus importante. Euh, Sauf que l'impact de la partie IA et du fait que ça fonctionne moins via email, etc., c'est que du coup, tous les sales qui étaient focus sur la partie email se mettent tous sur la partie call et les approches n'ont pas vraiment changé. C'est-à-dire que tu n'as que des approches qui sont ultra directes, hyper transactionnelles. Tu as beaucoup plus du coup de volume de call. Et du coup, le résultat, c'est on a aussi, tu vois, une moins bonne performance cette année sur la partie call sur certains segments de marché, hein, pas forcément sur tous, hein. Mais en gros, sur les segments de marché qui intéressent tout le monde, c'est-à-dire, tu vois, les C-level dans des belles boîtes, mid-market, enterprise, c'est des comptes qui étaient déjà sursollicités à l'époque. Donc ça s'est démultiplié auprès de ces comptes-là, quoi. Et du coup, résultat, je pense qu'il y a moyen que petit à petit, la partie call aussi génère beaucoup moins de performance parce que à un moment donné, tu vois, t'as trop de spam, tu reçois trop de calls, trop de sollicitations, trop d'approches random, hyper transactionnelles avec des gens qui veulent te grappiller du temps alors qu'ils n'ont pas forcément grand chose à t'apporter, quoi. Et donc pour en revenir à ta question, tu vois pourquoi on était sur du sales transactionnel, c'est qu'aussi sur les dernières années, l'image du sales, tu vois, ou du SDR, BDR, a toujours, en tout cas en France, été vu comme un truc que tu pouvais filer à n'importe quel random, tu sais, ok, on va filer ça au stagiaire qui a un peu la dalle et tout, qui a un peu la tchatch, tu sais, donc t'as l'impression que c'était uniquement de l'abattage, quoi. On te file une liste de numéros, vas-y, démerde-toi. Ça, c'était un peu le cliché de l'époque, c'est-à-dire souvent les sales avaient zéro ressources. Tu sais, on leur file que dalle, zéro budget, zéro tunas, et c'est en gros, bah vas-y, là t'as un Excel random avec des données complètement éclatées, vas-y, fais Montre-moi ce ton que tu job de peux faire. sales. Vas-y. Voilà, tu vois, et du Mm. coup, ça n'existe plus. Enfin, en gros, tu peux pas travailler dans ces conditions-là, quoi. Mais tu vois, l'image de ce truc-là de vas-y, on peut mettre n'importe quel junior sur un job de chasseur parce que en fait, ce qui est important quand tu fais de la chasse, c'est juste il faut avoir la dalle, machin. Bah, toi, je trouve ça a dévalorisé un petit peu le job de BDR, quoi. Et résultat, bah, en fait tu te retrouves avec des gens qui n'ont pas forcément une expérience terrain très forte sur ce job là, quoi. Et donc qui ont plus de difficultés aujourd'hui à sortir du lot parce que quand tu vas sur des segments qui sont plus exigeants, c'est pas parce que tu leur proposes une démo que tu vois qu'ils vont systématiquement aller l'accepter, Complètement. quoi. Et du coup ces sales là, je pense, étaient adaptés au marché SMB parce que sur la SMB, tu as des valeurs par client qui sont plus petites, ils vont te rapporter moins, donc c'est des gens qui peuvent être moins sollicités parce que bah, ils sont moins intéressants pour la plupart des équipes sales, quoi. Donc du coup, ils sont plus accessibles et donc tu avais moins de friction pour pouvoir les booker des meetings parce que tu vois, ils sont pas autant sollicités que des comptes mid-market ou enterprise. Et je pense que avec l'émergence de l'IA, c'est surtout sur la partie SMB que tu risques d'avoir un peu un shift parce que ça n'a jamais vraiment été rentable d'aller mettre du sales là-dessus parce qu'en fait les transactions elles sont trop petites, donc en fait la rentabilité n'était pas bonne. Donc je pense que les sales qui étaient focus sur la partie SMB risquent de disparaître ou bien de devoir bifurquer sur des segments qui vont être plus exigeants, quoi. Et on va essayer de remplacer le job du sales SMB par des agents IA qui vont, qui auront peut-être pas les mêmes résultats, mais d'un point de vue rentabilité, qui te permettra, tu vois, d'avoir une renta correcte. Et si
ton segment SMB a une profondeur de marché qui est assez importante, ça te permettra, toi, d'avoir une approche de volume et te dire, ok, les approches sont pas folles, mais on s'en fout. On a un gros marché, donc X% de mecs qui nous répondent, ça nous convient par rapport à ce qu'on pourrait aller taper avec un sales qui ferait tout ça à la main. Donc je pense que tu vas avoir une accélération sur cette partie SMB. Et au contraire, sur la partie mid-market enterprise, je pense que les boîtes qui vont essayer de tout déléguer via la partie IA, là ça risque de faire des trucs pas ouf, parce que tu risques de perdre trop en pertinence sur tes approches en donnant trop de liberté à la partie IA, quoi. Et sur un compte enterprise, soit il te suffit d'une seule touche un petit peu foireuse pour te flinguer une éventuelle opportunité, quoi. Donc là en gros le premium de l'humain risque d'être trop important pour pouvoir le remplacer par de l'IA, quoi. Ça veut pas dire que tu pourras pas utiliser de l'IA, quoi. Mais c'est dire que l'IA va simplement être, tu vois, on sera plus dans une optique de BDR augmenté, où en fait l'IA va te permettre d'aller plus vite, par exemple sur ta recherche de prospects, sourcing des infos, enfin tu vois, de tous les trucs un peu relous que tu pouvais faire à la main à la base, quoi. Mais il faudra que tu la cadres pour garder la main sur ce qui est mis en place sur ta prospe, et tu pourras pas tout lui déléguer. Par exemple, tu vois, si tu délègues toute la construction de ton message à l'IA, tu sais que ça va te sortir un truc un peu foireux, ou que ça va pas t'inclure tous les trucs qui sont pertinents, ou ça, tu vois, il va y avoir des choix un peu hasardeux qui vont t'amener finalement à perdre en pertinence. Donc ça, je pense que ce sera aussi la tendance à mon avis sur la partie mid-market enterprise. Et donc là, tu risques peut-être aussi d'avoir un problème avec les sales qui avaient des approches très transactionnelles sur des marchés qui n'étaient pas ultra exigeants. Aujourd'hui, tu vois, on est sur des marchés avec le temps qui sont de plus en plus exigeants. Tu vois, il y a moins de ressources. Du coup, tu fais plus gaffe à où tu mets ton cash. Les cycles de vente sont beaucoup plus longs qu'avant, quoi. Et donc, tu as un gros enjeu aussi là-dessus de en fait, mais comment je nurture mes comptes, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu peux perdre des opportunités beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Et donc, tu as un gros enjeu à ok, comment je fais pour garder pour nurturer, pour engager les gens. nurturer correctement l'opportunité sans être trop pushy, parce que du coup ça peut je peux vite te braquer un compte si j'essaye d'être trop transactionnel dans mes approches. Et donc là je pense que ça c'est aussi une des difficultés qu'on aura et qu'on a déjà en ce moment, où les sales ont été habitués quand même à évoluer sur des marchés qui étaient entre guillemets plus faciles, et aujourd'hui tu sens que qu'en gros ouais Ça va être compliqué. Il va y avoir un gap. Et surtout qu'en plus, tu l'as pas dit, mais les profils SDR et BDR, si tu l'as un peu dit, mais dans un contexte francophone, si tu l'as dit, mais il n'y a pas beaucoup de profils expérimentés en fait. Parce que c'était un peu le passage obligé pour devenir sales, pour avoir le droit de faire des démos. Il ouais. fallait que tu fasses tes un an et demi en fait de génération de leads, d'aller faire du call pour passer en AE. Et au final, Mais tu as ça, très peu ça tu vois, ça d'expérience. c'est pas normal, ça, parce que du coup, tu vois vraiment le truc en gros. C'est un peu comme un stagiaire, vas-y, tu fais le café pendant un an, 2 ans, là, puis à un moment donné, t'auras le droit C'est d'arriver dans ça, la salle avec les exactement. autres, tu vois. Donc t'as toujours Exactement. ce job, tu vois, de chasseur a toujours été vu comme un truc temporaire, tu sais, un peu la sale besogne, quoi. Donc toi, ça a jamais été, enfin en tout cas en France, c'est pas considéré comme étant un job noble, sur lequel tu dois rémunérer correctement et sur lequel tu dois accompagner les équipes correctement. Tu le vois plus comme un truc, ok, bah si t'as la dalle et tout, ça tu peux te démerder, mais on le voit, ça on en avait déjà discuté dans le passé. Le job de BDR et ZR, c'est le seul job où si t'es un peu un galérien, si t'es un peu fait n'importe quoi dans ta life pro, tu peux du jour au lendemain aller sur un truc plus ou moins random de sales, et en fait tu vas te retrouver comme ça à un moment donné, tac, en fait je suis BDR dans telle boîte tech machin blabla etc. Et quand tu regardes le parcours des gens, tu sens que c'est la porte d'entrée, et donc c'est un peu l'un des seuls métiers je trouve où tu vois où tu peux arriver comme ça de manière un petit peu improvisée, quoi. Mais ça montre bien que du coup tu vois il est pas valorisé à sa juste valeur, et tu considères qu'en gros moindre mec, ouais, qui te cherche un petit peu, ou tu vois voilà, qui a déjà fait un peu de prospe, du porte-à-porte, des trucs comme ça etc. Tu peux le mettre sur un job SDR, BDR, et qu'il arrivera à faire le taf. Euh, donc je pense que c'est l'un des pépins. Et l'autre pépin par rapport à ce que tu citais, c'est que justement comme on arrive un peu sur une optique de faire basculer les sales en full cycle justement pour aller retrouver de la rentabilité, quoi. Ceux que tu conserves, c'est les AE. Ouais, parce que c'est ceux que tu considères, tu vois, les top profils seniors, machin, etc. Le problème des AE, tu l'as dit, hein, c'est que c'est des mecs, ils sont habitués depuis des années à traiter ce qu'on va appeler les ligues de bourgeois, quand c'est que des mecs qui veulent acheter, qui veulent une démo. Complètement. Donc en fait, t'as plus le job de vente vraiment à faire, quoi. Tu viens déjà avec un prospect qui est ok pour avoir une démo, qui a déjà un éventuel projet parce qu'il a été qualifié en amont.
Et le problème, c'est qu'en fait, si tu as été AE pendant 3, 4, 5 ans, tu vois, enfin le marché, déjà, ne serait-ce qu'en 6 mois, 1 an ou 2 ans, ça a changé de tout au tout, quoi. Donc quand tu vas revenir, toi, dans une optique de prospe et tu vas voir la merde que c'est actuellement pour aller prospecter, là, ça Tu va vas te pleurer, tu vois. décourager. Ouais. Et ça va être assez. Ça Et va être puis en compliqué, plus, hein, ça va être compliqué. oui, ça va être compliqué parce qu'en plus, il va falloir faire accepter aux AE de repasser justement sur ce truc qu'ils considèrent comme étant le taf pas noble. Et comme en fait tu l'as pas valorisé, c'est compliqué de dire à Voilà. quelqu'un non mais t'inquiète, ça va être génial, ça va t'apporter. Alors que moi je pense effectivement à l'inverse, bon ça sera un autre sujet, on va pas le traiter là, mais que ça t'apporte, ça te permet d'être meilleur en closing. Et d'ailleurs en fait dans ce que tu dis sur la partie lead de bourgeois, c'est que tu as quand même globalement ce qu'on peut dire c'est que tu as ouais en gros tu t'occupes de 15% des mecs qui peuvent tâcher. Parce qu'en fait, on se dit que tu as à peu près 15% des gens, 15 à 20% des gens qui sont prêts à tâcher tout de suite. Donc au final, tu t'occupes que de ça. Donc tu as au moins 80% là sur lequel tu t'occupes pas. Alors que si tu avais des gens un peu plus expérimentés, etc., tu pourrais aller les chercher et essayer de trouver des stratégies sur comment aller faire acheter des gens qui savent pas encore ou en tout cas Mhm. n'envisagent pas ta solution ou n'envisagent même pas de résoudre leurs problèmes qu'ils peuvent avoir. Super intéressant. Il y a trop de sujets que j'ai envie de traiter Mhm. avec toi, donc du coup, je vais accélérer. Ouais. Mais notamment, je vais j'ai essayé, parce qu'il y a trop de sujets là, parce que là, déjà, le temps passe. On va dépasser le temps imparti pour ça, parce que là, c'est le sujet du jour et il faut que les gens soient prêts pour 2025. Mais du coup, sur la partie, toujours sur l'impact de l'IA, je sais qu'en discutant avec toi en off, il y avait un truc que tu disais, bah, évidemment, moi, je trouve que l'impact de l'IA, là où il est le plus fort, évidemment, tu as raison sur la partie message, mais je trouve pas que ça fait des résultats du feu de Dieu. Enfin, tu vois, le jour où on me dira que des gens ont mis en place des machines qui permettent de générer des rendez-vous sans humain, là peut-être que voilà, tu peux en avoir quelques-uns, ça peut apporter des choses, mais voilà. Mais là où je trouve qu'il y a eu un impact très très fort, c'est sur le niveau d'information que ça peut nous apporter. Tu en as un peu Mhm. parlé. Du coup, effectivement, aujourd'hui, tu as pas mal d'équipes qui ont des apps Mhm. qui les ont pris pour pouvoir mettre en place les CRM, etc. Et tu me parlais du fait qu'aujourd'hui aussi également ce métier-là allait être impacté avec l'IA. Et je trouvais Mhm. ça intéressant, peut-être que tu peux en parler, de se dire en fait quel type de profil Ops aujourd'hui il faut pour une boîte pour justement gérer toute cette information hyper quali et surtout la transmettre aux sales ou au market afin qu'elle soit hyper qualifiée, quoi. Enfin, Ouais. exploitable. Bah, toi, la RevOps, c'est devenu le nouveau, on va dire, nouveau growth assez sexy. Enfin, toi, c'est un truc qui est pas mal en demande maintenant, quoi. Parce que justement, bah, t'as beaucoup plus d'opérations à gérer auparavant. Le problème, c'est que avec l'émergence de l'IA, toi, les ops ont pas fort, enfin, en tout cas, j'en ai échangé avec pas mal, tu vois. Euh, Ils sont plus dans une optique, toi, de fluidifier un petit peu le travail niveau sales, c'est-à-dire, tu vois, leur filer des petits outils, des petits machins, etc. Mais du coup, la partie leverager l'IA, elle n'est pas aussi présente que ça. Et donc, toi, tu as l'impression que tu en as beaucoup qui sont restés un peu dans l'ancien monde, tu vois, qui date de 2 3 ans, où en fait, tu faisais tout un peu à la main, sur des trucs relativement simples, parce que tu pouvais pas automatiser de manière aussi poussée qu'avec l'IA aujourd'hui, quoi. Alors qu'aujourd'hui, toi, tu as quand même pas mal de possibilités via IA qui s'ouvrent à toi d'un point de vue RevOps, mais c'est pas forcément implémenté parce que l'IA, comme tu disais, tu vois, si tu lui dis tout seul de faire un truc, il va te sortir n'importe quoi, tu vois, ça va pas être quali. L'IA, pour que ça te sorte un truc correct, t'es obligé de lui donner un cadre assez précis qui va te permettre d'aller choper les informations qui sont importantes pour toi, quoi, et ensuite de pouvoir les rassembler correctement pour délivrer la qualité du message que tu veux, quoi. Et le souci là-dessus, c'est qu'en fait, sur la partie IA, tu as un gros enjeu d'idéation. C'est-à-dire, tu vois, euh, il faut que tu arrives à avoir une certaine créativité pour comprendre, ok, maintenant j'ai un tool comme ça qui me permet d'aller assez loin, donc ça ouvre pas mal de capacités, de possibilités, etc. En plus, tu as plein de formes d'IA, enfin, il y a plein de trucs maintenant que tu peux faire, tu vois, tu peux faire des trucs, du deepface, tu vois, du cloning de voix, de machin, enfin, tu as tellement de trucs qui s'ouvrent à toi, tu vois. Par exemple, je pense que t'as. Toi, si on devait aller creuser un peu sur le truc Ops, à mon avis, t'as des trucs plus intéressants du côté des scammers, tu vois, des hackers qui font du sale et tout. Parce qu'à mon avis, eux, tu vois, je pense, vont plus loin sur les capacités et donc peut-être réfléchissent à des approches qui vont être beaucoup plus poussées pour faire de l'arnaque. Et donc, je pense que toi, s'il y a des mecs à recruter, il faut aller voir du côté des scammers. Donc, si vous avez une belle approche de scam et vous dites, tiens, ça c'est pas mal, il faut aller taper les mecs pour dire, ok, est-ce que tu veux pas revenir plutôt du bon côté et nous faire ça, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ce qui manque un peu aux ops aujourd'hui, c'est que souvent
euh, il manque un peu ce côté idéation, quoi. Et donc t'arrives pas sur des expériences IA très poussées. Ça reste des trucs assez basiques, tu vois, où tu sens que c'est ils sont sur que sur le 20% de potentiel sur les trucs un petit peu obvious. Tu vois, je vois rarement des trucs poussés sur justement sur du cloning de voix, du deepfake en vidéo. Enfin, toi, tu as tellement de capacité aujourd'hui pour aller délivrer un message euh, en fait, l'IA peut être un super outil, quoi, mais si derrière, t'as pas les bonnes idées pour pouvoir l'implémenter et essayer de leverager ça, tu restes finalement sur des approches qui sont pas très poussées, qui sont pas folles. Et là, du coup, t'as aussi pour moi un vrai enjeu là-dessus, c'est-à-dire que comme les boîtes auparavant n'utilisaient pas déjà des approches hyper quali, bah en fait aujourd'hui même si tu leur mets un super outil qui peut faire des trucs de fou, euh, Ouais, et elles vont pas pouvoir construire non plus des approches hyper bien sûr. quali parce qu'elles se sont jamais vraiment penchées sur le sujet pour se dire ok, si on avait toutes les ressources de la Terre, qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on mettrait en place comme type d'approche. Donc ça limite aussi les capacités que tu peux délivrer, quoi. Euh, et donc ça je pense c'est pas l'une des tendances, mais tu vois la partie Ops aujourd'hui a tendance à manquer un petit peu, tu vois, de créativité. Parce qu'au final, c'est plus des mecs qui vont bidouiller de la data que des vrais Ouais, qui serait profils growth. soit bidouiller la Euh, data, soit bidouiller des outils et qui sont là pour mettre en place des machines, connecter des trucs et voilà. Et du coup, voilà. finalement, on passe sur pas mal de choses. En tout cas, je trouve hyper assez intéressant de ce que tu dis. Et puis, effectivement, bah, tu as parlé de cloning de voix, etc. Mais il y a aussi le volume d'informations que tu vas pouvoir Mhm. avoir. Enfin, avant, c'était impossible d'aller de lire, je sais pas combien de rapports d'activité de boîtes, notamment si tu es sur l'enterprise, du mid-market, en simultané, d'aller regarder ou de screener tous les contenus de manière très rapide. Aujourd'hui, je peux faire ça facilement. Mais en fait, cette information-là en masse, comment tu fais le tri et surtout, qu'est-ce qui va importer à ton sales, en fait? Parce que Mhm. tu peux te retrouver avec les mêmes trucs qu'il peut y avoir entre le grésillement qu'il peut y avoir entre les équipes market et les équipes sales, où en fait, tu vas avoir les ops qui vont dire tiens, une information intéressante. Et ça, je fais quoi de ça? Moi, je m'en fous, en fait, d'avoir ça. Ou bien, à l'inverse, tu vois, filer plein d'informations aux sales. Et le sales se dit, mais je vais chercher quoi là-dedans? Alors que je trouve que c'est intéressant ce que tu dis d'essayer d'avoir des profils ops plus strat qui Mhm. captent en fait c'est qu'est-ce qui est important en fait en tout cas pour chacune des boîtes pour le client idéal qui captent en fait quels sont les éléments qui vont permettre de pouvoir avoir les bonnes approches et aussi du coup comment transmettre ce message. Donc je trouve qu'il y a deux sujets. Il y a quelles sont les informations à choper qui sont importantes, mais aussi comment le transmettre. Et du coup, voilà. En tout cas, je trouve ça intéressant parce que, comme aujourd'hui, je voulais te parler de ce sujet-là, je vois plein de gens qui disent 2025, il me faut, surtout comme tu disais avant, c'est que les boîtes retournent à du full cycle. Donc, du Mhm. coup, ils se disent, bah, il me faut en fait la structure et l'environnement, la sales stack qu'il faut pour gagner un maximum de temps, faire gagner un maximum de temps aux sales pour qu'ils oublient toutes les tâches à faible valeur ajoutée. Mais du coup, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas justement cette réflexion et je voulais qu'on insiste là-dessus pour dire à ceux qui nous écoutent, bah écoutez, en fait, réfléchissez bien aussi également au type de profil que vous prenez. Il suffit pas Mhm. juste de mettre des tools d'automatisation ensemble et de voir s'ils sont connectés, etc. Il faut en fait avoir quelqu'un qui soit capable de comprendre vraiment ce qui va importer le sales, mais aussi les équipes market, parce qu'il y a plein d'informations qui peuvent aider les équipes market. Justement, on va en parler dans la partie plutôt création de contenu et quels sont les contenus qu'il faudrait créer aujourd'hui pour faire résonance avec l'ICP. Du coup, on va parler de ça. Oh là 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 là. En fait, ce podcast, je savais qu'il allait dépasser. Et il y a trop de choses à raconter. Bref, moi j'aimerais qu'on parle en fait maintenant d'aussi également une tendance que je vois. Les équipes qui continuent à performer malgré le contexte délicat ont réalisé en fait un peu un split en se disant bah ok les sales si c'est comme ça on va les concentrer plus sur la partie enterprise, sur la partie mid-market justement pour qu'ils puissent essayer d'avoir un apport et d'aller beaucoup plus loin qu'en fait une logique transactionnelle, voilà, de se concentrer là-dessus. Et à l'inverse, on voit qu'ils vont dédier plus la partie small business dont tu parlais tout à l'heure, plus à la partie marketing. Donc voilà, et en Mhm. fait alléger cette partie-là et de pas forcément mettre un sales là-dessus. Du coup, j'aimerais bien que tu m'en parles un peu de ça, de se dire parce qu'effectivement, on a parlé de l'IA, mais il y a finalement très peu d'infos en fait aussi également sur les petites boîtes. Donc tu peux, voilà, tout le monde va faire un peu les mêmes stratégies. Mhm.
Pourquoi ce serait intéressant en fait de faire en sorte que les markets en fait se focalisent là-dessus et quels sont les leviers qu'elles pourraient mettre en place pour pouvoir justement transformer en masse ce type de boîte et justement délester les sales de ce type de boîte. Bah ça, tu vois, sur la partie market, il y a moyen que. On ne sait pas trop comment va évoluer la partie IA, mais ce qui pourrait arriver, c'est que justement, s'il y a trop de bruit IA, tu vas te retrouver avec une contre-IA, quoi. C'est-à-dire, tu vois, on l'avait déjà eu par la partie email, tu vois, où tu sais, sur des boîtes un petit peu costauds, souvent, tu avais un truc mail in black, des choses comme ça, etc. Enfin, tu sais, des trucs pour contrer le spam, et donc, quand tu n'étais pas équipé, tu étais obligé de remplir à la main les captchas, machin, etc. pour faire passer ton Mm. message, quoi. Avec l'IA, il y a moyen que plus on avance, plus ça va arriver comme ça. C'est-à-dire que tu vois, déjà avec les trucs d'Apple, t'as des trucs qui vont te permettre de résumer l'email, etc. Donc tu vas avoir toute une manière en fait de consommer l'information des trucs de prospe. Euh, et du coup, il est possible qu'en fait que ce soit beaucoup plus difficile d'aller accéder à l'humain, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve en fait avec une IA qui parle avec une autre IA pour justement traiter le bruit et pour faire partie du signal, en fait, il va falloir réussir à passer le filtre déjà de l'IA du prospect, quoi, tu vois. Donc c'est un peu comme quand tu fais du sales avec tout ce qui va être secrétariat, etc. Toi, tu vas avoir un peu le bloqueur au début où va déjà falloir réussir à passer ce bloqueur pour pouvoir atteindre ton vrai interlocuteur. Donc ça, il y a moyen peut-être qu'on se retrouve là-dessus, quoi. Et donc du coup, si cette tendance s'accélère, la partie marketing va peut-être être de plus en plus importante parce que tu auras plus de mal à aller capturer la demande via la partie sales parce qu'en fait il y aura trop de barrières, trop de machins, enfin tu auras trop de barrières qui vont euh, t'amener à ne pas réussir à passer la porte d'entrée, quoi. Et donc là du coup la partie marketing pourrait reprendre le relais. Parce que le marketing va pouvoir exposer, tu vois, tout ce qui va être contenu, pub, etc., à des prospects qui vont pas pouvoir les filtrer aussi facilement que par email ou par call, etc. Tu vois, si tu fais du contenu sur LinkedIn ou autre, si ton prospect est exposé à ta marque, tu vois, du coup, tu vas plus être dans une optique de, ok, il faut qu'on augmente notre notoriété sur le marché, et donc pour aller générer une demande. Et du coup, plutôt aller traiter avec les prospects qui émettent un intérêt et derrière qui sont ok pour aller discuter avec nous, quoi. Et là, du coup, tu auras aussi beaucoup plus de sujets sur la partie alignement sales market, parce qu'aujourd'hui, tu vois, tu as plein de trucs que tu peux faire avec le marketing. C'est juste que, encore une fois, comme on a pendant été des années dans une approche transactionnelle, évidemment, le marketing, il va te ramener des mecs MQL, e-book, machin, webinar, enfin, tout ce qui va être considéré comme étant des leads random. Sauf qu'en réalité, c'est pas vraiment des leads random. Tu vois, quand c'est fait correctement, tu sais que la personne qui s'est inscrite sur tel webinaire, tel truc, tel ebook, tel machin, c'est une personne qui émet un intérêt sur tel sujet. Et ça, c'est un premier point d'intérêt sur lequel, normalement, au niveau sales, tu dois pouvoir tirer le fil pour essayer d'aller creuser, pour voir s'il y a une opportunité derrière, quoi. Et en fait, ce job-là, il n'a jamais vraiment été fait auparavant parce que, encore une fois, on a toujours été dans une approche transactionnelle. Donc, on déléguait toute cette partie nurturing, conversation avec le prospect, à la partie marketing. Sauf que l'expérience que tu proposes avec des automatisations marketing vs un sales qui va faire ce travail-là, ça n'a rien à voir, quoi. C'est-à-dire, tu vois, entre envoyer des newsletters random et amener de l'humain dans ce process-là pour reprendre la conversation avec le prospect, t'as un premium à le faire avec de l'humain qui est beaucoup plus important, quoi. Et donc, du coup, tu vois, je pense que dans le futur, dans le futur proche même, tu vas avoir un enjeu beaucoup plus fort. Janvier, quoi. Ouais, même janvier, février, quoi. Beaucoup plus fort si on n'arrive pas à rattraper les bonnes perfs sur la partie sales. En fait, il va falloir capitaliser sur tout ce qui a été fait d'un point de vue marketing et essayer de s'aligner sur des métriques de revenus, quoi. Et du coup, là, aider les sales, tu vois, donc là, tu vas arriver plus sur des approches de sales enablement, quoi. Aider les sales, tu vois, à aller s'approprier tout ce qui est fait d'un point de vue marketing pour leur dire, ok, le mec qui a fait telle action, vous pouvez l'approcher de telle manière. Donc, toi, c'est toute une philosophie qui va être différente. Toi, pour te donner un exemple, puisqu'on a tous les deux été chez The Work auparavant. Donc quand je bossais encore là-bas, avant que je me casse, il y avait un test qu'on voulait mener sur les offres d'emploi. Tu vois, on voulait analyser les offres d'emploi de manière automatisée. Alors il n'y avait pas d'IA à l'époque, hein, donc c'était un truc avec des micro-workers offshore et tout. Enfin, c'est tout un petit bordel à gérer, quoi, où on allait demander
à des micro-workers d'aller regarder les offres d'emploi et de regarder si elles correspondaient à tel critère, tel critère, tel critère. Et en fonction des critères qui étaient remplis, une séquence automatisée allait pouvoir partir pour dire bah tiens Laetitia Fall, voilà, j'ai croisé ton offre sur Indeed pour recruter un BDR. Par rapport au test qu'on a pu mener en interne, il y a quelques trucs que tu pourrais améliorer pour avoir plus de candidatures. Voilà, est-ce que ça t'intéresse que je te partage les trucs? Et donc tu avais une LP après personnalisée, machin. Donc ça c'était un truc en idéation et je me suis barré avant que ce soit implémenté. Tu vois. Donc je pense que ce truc-là n'a jamais été fait derrière. Mais on avait commencé à implémenter ça avec la partie sales, plus sur la partie annonce. C'est-à-dire qu'on avait pingé des prospects pour leur dire ouais, votre copywriting sur votre annonce elle est à chier, tu vois. Nous par rapport à ce qu'on a testé en interne, voilà, on sait ce qui marche et ce qui marche moins bien parce que bah du coup on a une tonne de volume de données sur les annonces, quoi. Et là du coup tu vois l'enjeu c'était que le sales puisse reprendre la main là-dessus et avoir cette approche conseil avec le prospect, quoi. Tu vois, lui dire ok bah tiens bah, je vais prendre du temps avec vous, on va regarder un peu votre annonce, je vais montrer un petit peu ce qui marche pas, quoi, ce que vous pourriez éventuellement optimiser. Et c'était une occasion pour nous, tu vois, d'aller exposer notre value propre à ces prospects-là pour leur expliquer qu'en fait sur tel job board tu vas pas pouvoir recruter comme tu le voudrais parce que tel élément, quoi. Et ça tu vois par exemple c'est une mécanique que tu pourrais très bien créer un pont entre la ressource qui est dédiée à rédiger une offre d'emploi et quelqu'un qui reprend le relais derrière qui va essayer tu vois de t'accompagner là-dessus pour mieux exécuter la ressource qui a été partagée par le marketing, toi. Donc tu vois, donc c'est un truc qui est totalement différent, hein. Mais toi, tu es plus dans une approche transactionnelle où la seule valeur que tu peux apporter, c'est une démo. Là, tu es plus dans une optique, si on dégage la partie démo, comment, d'un point de vue sales, vous pouvez apporter de la valeur à un prospect, alors que il veut pas de votre démo, quoi. Et là, en fait, tu vois qu'il y a plein de boîtes qui sont en PLS parce que quand tu enlèves la partie la partie démo, tu vois qu'en fait le sales a un apport qui est très faible dans le parcours d'achat du prospect. Et aujourd'hui, il y a tellement d'informations sur le web que on s'en rend compte sur les chiffres, hein. Les sales sont sollicités de plus en plus tard dans la prise de décision. Donc l'impact du sales dans la prise de décision est de plus en plus faible parce que elle se fait en amont avec la recherche sur internet, etc., l'influence des pairs. Et l'enjeu justement c'est de faire en sorte que le sales puisse arriver plus tôt dans le funnel marketing et commercial pour reprendre la main plus vite et avoir engagé une conversation plus rapidement avec le prospect, quoi. Et pour engager une conversation, tu peux pas arriver avec tiens, t'as téléchargé tel truc, vas-y, viens, je te parle de mon produit. T'es obligé d'arriver avec ok, tiens, tu t'es intéressé à tel truc. Si tu veux aller plus loin, moi j'ai telle ressource supplémentaire, tel machin, tel bidule, tu vois, où je peux te montrer tel truc pour te montrer comment tu pourrais le déployer, quoi. Et là, tu vois bien que d'un point de vue sales, c'est différent, parce que tu as besoin d'avoir des gens qui soient un minimum experts sur tes sujets pour avoir un rôle de conseil, et toi un vrai rôle de conseil qui a suffisamment de plus-value aux yeux de ton prospect. Et en fait, comme on leur a pas appris à faire ça, bah, tu te retrouves avec un fossé énorme entre ce qui peut être fait d'un point de vue marketing et la partie sales. Et donc on va demander au marketing d'aller gérer tout le parcours d'achat de A à Z. Mais aujourd'hui, tu vois, faut partir de l'idée que tu vois, quand je travaillais chez HelloWork aussi à l'époque, on avait mis en place une petite séquence, tu vois, qui convertissait à 5 ou 7%, tu vois, donc, enfin, 5-7% sur la séquence nurturing, tu vois. Et à l'époque, 5, Ok. 5 ou 7%, c'était déjà, tu vois, bien au-dessus de la moyenne marché, quoi. Alors qu'en vrai, 5-7%, c'est de la merde, quoi, tu vois. T'as 90% des mecs qui dégagent, et dans les 90%, ceux qui ont sign up pour recevoir cette séquence de nurturing, c'est pas des randoms, c'est qu'ils ont un intérêt derrière, tu vois. Donc, en gros, l'action marketing, elle a un plafond de verre qui arrive assez vite, toi. Et te dire, vas-y, je vais tout déléguer au marketing, et c'est le marketing qui va gérer toute cette notion de nurturing, c'est accepter que tu vas jeter à la poubelle 90% des opportunités éventuelles que tu aurais pu avoir. Et donc ça c'est un peu illusoire, et on est dans ce truc là depuis des années, quoi, où en fait on attend que le marketing crée du vrai pipe avec des rendez-vous en direct sur l'agenda du sales, et du coup tu te retrouves plus avec des sales qui ont un rôle un petit peu d'AE, parce qu'ils traitent avec des prospects qui sont ultra chauds, tu vois, et qui ont déjà accepté d'échanger pour être qualifié et avoir une démo, quoi. Et donc tous ceux qui sont un peu comme tu disais, tu vois, dans l'entre-deux, qui sont ouverts à des discussions, qui pourraient avoir un intérêt pour avoir un échange Bah, autour de de leur suite. sujet, voilà, mais qui sont pas encore suffisamment chauds pour se dire vas-y, je suis prêt à acheter maintenant tout de suite et donc je m'engage. En fait tous ces mecs là tu les laisses de côté, et à un moment donné, tu vois, marketing, je veux dire, il peut être présent une partie du temps, mais forcément à un moment donné tu vas perdre un peu le gars. Donc tu vois, en gros, quand tu as une touche, il faut réussir à capitaliser Il dessus faut assez vite réussir parce à que l'engager t'es de pas manière sûr. intelligente Voilà. sans être, Et t'es pas sans, sûr. sans être boring, quoi.
Et tu vois, Ouais. si on prend le cas de Conism, tout le monde n'est pas Conism. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, tu as une grosse tendance là sur les 2-3 dernières années, demand gen, tu vois, c'est-à-dire tu vas laisser tes contenus en libre accès, plus de formulaires, machin, etc. Et tu vois que les boîtes qui fonctionnent bien avec de la demand gen, c'est les boîtes qui ont une tonne de cash, tu vois, c'est-à-dire qu'ils mettent une tonne de ressources sur la partie awareness. Et du coup, il y a un nurturing naturel qui se met en place auprès des comptes. Parce que tu vois tu vois tellement tout le temps la marque qu'en fait naturellement après quand tu as un besoin, elle sort jamais vraiment de ta tête. Toi, tu es toujours un peu top of mind. Sauf que faut partir de l'idée que la plupart des gens ne sont pas Conisum, donc n'ont pas les mêmes ressources et donc ne peuvent pas euh, déployer une stratégie aussi forte sur le marché parce que t'as pas la même équipe marketing, t'as pas le même cash. Donc tu vois, t'as un peu cette illusion de penser que le Et puis, marketing va pouvoir te il créer des faut faire trucs. du bon contenu pour ça. Il faut faire du Voilà, bon contenu pour que ça marche aussi. Ouais. et Il faut il y a aussi aussi faire ouais, du bon ta contenu. notion de contenu derrière, mais qui va être, qui est, on va dire un sujet un petit peu annexe. Mais tu as surtout le truc de est-ce qu'on peut faire assez de bruit dans le temps pour se dire que le marketing va pouvoir nurturer la totalité du marché quoi, sans qu'on ait besoin de faire intervenir un sales à un moment. Quoi. Et en fait, quand tu as quand t'as moins de ressources et que tu n'as pas des millions à dépenser, en fait, ça n'existe pas. Quoi. Tu vas avoir en gros un temps de conversion avec ton prospect qui va être beaucoup plus court que ce que pourraient avoir des boîtes comme Conism, tu vois. Parce que tu vas pas pouvoir nurturer ton prospect pendant des plombs. Tu vas peut-être pouvoir le nurturer sur 2 semaines avec une petite séquence, des petites ressources marketing, de retargeting, etc. Et assez rapidement, le prospect va sortir de ton flow et là, il n'y a plus rien à lui envoyer, il n'y a plus de ressources. Donc toi, tu as un peu un momentum via les actions marketing sur lequel tu dois capitaliser au niveau sales pour aller parler avec le prospect au bon moment avant que il sorte de ton flow et qu'en fait il t'oublie et derrière tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à le récupérer plus tard. Quoi. Donc j'ai fait une longue Ouais. réponse sur la partie Non, non, mais marketing. c'était une excellente réponse. C'est une excellente réponse. En plus, moi, j'aime bien dire que généralement, parfois, on va chercher beaucoup ailleurs en essayant de générer du lead à tout prix et voir, etc. Alors que si tu regardes le CRM des gens, il y a des milliers d'euros qui stagnent et qui peuvent être du coup activés juste parce que tu as les bonnes stratégies, et tu sais engager les gens. Et ça, aujourd'hui, comme tu disais, ça va avec tout. Enfin, c'est la continuité, quoi. Vu que les gens sont formés à faire du transactionnel, tu sais pas engager des gens sur un an. Et il y a des moments, je crois que c'était ça, le chiffre, c'était 80% des gens à qui tu parles vont pas closer, quoi. Et on Mhm. retourne à peu près sur les 15-20% qui sont prêts à acheter, tu vois. Voilà, on retrouve en fait, enfin les choses, enfin le sales, c'est un peu des maths, hein. En tout cas, Mhm. ça reste une science, donc il faut juste mettre les bons trucs au bon endroit. Bon, on a quand même pas mal dépassé, on a fait on a fait un dépassement, mais j'aimerais aussi bien, tu parlais justement tout à l'heure de Conism qui faisait une demand gen, etc., etc. Il y a aussi également le fait, pour moi, enfin, c'est quoi en fait justement si on conclut, si on doit conclure un petit peu tout ça, le fait qu'aujourd'hui, finalement, il faut activer pas mal de leviers, quoi. Tu vois, genre, il faut être bon un peu partout, globalement, à la fois en mail, à la fois en call, à la fois en création de contenu, à la fois en nurturing, enfin voilà. Toi, aujourd'hui, c'est quoi les conditions? Qu'est-ce que tu préconiserais là, justement, tu as donné pas mal d'éléments, mais aujourd'hui à des boîtes pour que ça fonctionne. Je sais que tu parles beaucoup et on aura l'occasion, je te réinviterai sur ce sujet spécifiquement, qui est trop peu traité en France, qui est le sujet du messaging, qui permet en fait justement d'être assez bon un peu partout. Sur ça, je pense que en étant sales, je sais qu'il y a énormément de problèmes derrière parce que quand tu es sales, tu dois aller vendre des choses et être audible. Et tu vois direct que c'est compliqué parfois de vendre quand la boîte, c'est pas vraiment retranscrire sa proposition de valeur ou on n'arrive pas à capter tout de suite ce qu'elle fait, à quoi elle peut servir et à quoi peut le servir dans les différents cas en fonction des différents ICP, etc., etc. Beaucoup de retard au niveau des boîtes françaises là-dessus. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose sur lequel les boîtes vont devoir jouer en 2025? Sur quoi sur le messaging quoi. Sur le messaging, peu importe, enfin, peut-être qu'est-ce que tu as d'autres choses en fait dans tête que tu te dis, voilà, aujourd'hui les boîtes elles doivent bosser sur ça pour pouvoir sauver un peu les meubles en fait en 2025 et Mhm. peut-être aussi également faire beaucoup mieux que cette année, quoi, parce qu'on est 2023 on n'était pas très bon, 2024 on n'était pas très bon, 2025 il s'agirait de sortir du bois, quoi.
Ouais, bah, moi je te dirais, alors ça va aller à contresens un peu du marché, hein. Mais il faut, tu vois, l'IA, machin, tous ces trucs-là, ça a toujours été les trucs un peu shiny, tu vois, les trucs, ah, vas-y, on va automatiser, machin. Tu vois, sur les dernières années, il y a toujours eu cette tendance-là à vouloir créer des machines de guerre et tout. Tu vois, par exemple, l'un des podcasts, quand j'avais encore mon podcast qui avait le mieux performé, et c'était le premier épisode, c'était le podcast avec Vladimir Delcros, qui travaillait avec moi chez Cunningham. Et justement, lui avait capitalisé sur l'IA très tôt, quoi, via un outil qui s'appelait Monkiller. Il avait balancé en gros toute une usine à gaz, et ce truc-là avait explosé parce que justement c'était le truc shiny, quoi. Ça c'est le machin. Tu te dis ah putain trop bien, on va faire des trucs de fou, ultra personnalisés, machin. Donc toi t'as un peu ce délire-là sur nos marchés, un peu de scientifique fou. Tu vois, où en gros tu te fais kiffer à lancer des usines à gaz, machines de guerre automatisées dans tous les sens, etc., quoi. Plutôt que d'aller faire les actions qui peuvent être un petit peu reloues, mais qui vont finalement te permettre d'avancer beaucoup plus vite et d'aller chercher les infos dont tu as besoin, quoi. Et tu vois, aujourd'hui, comme on est sur des marchés qui évoluent beaucoup plus rapidement qu'avant, parce que tu vois, avec l'émergence de l'IA, enfin, toi, si tu prends déjà les 3 4 dernières années, t'as eu déjà toute l'histoire du métaverse, tu vois, Web3, machin, qui est passé à la trappe, ça, toi. Donc t'as déjà une grosse tendance là-dessus qui a amené les priorités à changer auprès de certaines boîtes, se dire, vas-y, il faut capitaliser sur ce truc, il y a des trucs à faire, machin, etc. Après, t'as eu le Covid, machin, tu vois, en même temps, et qui nous a tombé sur la gueule, quoi. Après, t'as eu explosion post-Covid, tu vois, avec trop de cash dans tous les sens, machin, de la levée dans tous les sens et tout. Et derrière, récession, tac, on vire les gens, machin, toi, ça dégage. Et maintenant, émergence de l'IA, ah putain, IA, vas-y, nouvelle dinguerie, quoi. Donc, toi, en ne serait-ce 3 4 5 ans, les marchés ont évolué extrêmement rapidement, quoi. Et avec l'IA, ça devrait justement s'accentuer, quoi. Donc ça sous-entend qu'en fait euh, ton ton produit, tu vois, devient obsolète beaucoup plus rapidement qu'avant. C'est-à-dire que toi, tu peux perdre ton PMF beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait avoir auparavant parce que les cycles sont plus courts. Et donc, tu as un enjeu à être au plus proche de ton marché qui est assez important, quoi. C'est-à-dire que plutôt que de chercher à tout automatiser et à créer des usines à gaz, dans ce contexte-là, c'est assez important, tu vois, d'aller faire des choses qui ne scalent pas, justement, hein. Donc, toi, de revenir aux fondamentaux, quoi. Et donc de faire des actions manuelles, de voir un petit peu ce qui prend pas, tu vois. Et donc de pas forcément tout de suite aller se créer des nœuds au cerveau sur vas-y, putain ça on va galérer à l'automatiser, on va pas le faire. Au début tu t'en fous de l'automatisation, tu vois. Si tu dis vas-y on a cette idée d'approche là, comment on peut le faire sur un petit volume en faisant le truc à la main et on va regarder s'il y a un prix on va faire ça ou pas, quoi. Et ça, je pense que ça t'apportera beaucoup plus rapidement des résultats que de vouloir passer 6 mois sur des usines à gaz, à créer des trucs avec des interns, des machins, alors qu'au final, ça marchera pas autant que ce que tu souhaiterais, quoi. Et donc, toi, tu perds un momentum de fou à aller créer des usines à gaz random qui finalement vont scale, mais qui vont scale avec des résultats de merde. Donc, en fait, si c'est pour scale de la merde, ça sert à rien, quoi. Tu vois, on scale quand ça commence à marcher, quoi. Et tu vois, dans le sales, tu dois connaître le bouquin, la Predictable Revenu, quoi. Aujourd'hui, Mhm. justement, tu es sur un marché qui va être beaucoup moins predictable, quoi. Donc c'est toi ce genre de playbook où on pouvait se dire vas-y il me faut X sales, X messages, X machin et ça va nous gérer X revenus, quoi. C'est moins vrai parce que ton predictable du jour ne sera pas forcément celui de la semaine prochaine, quoi. Parce que vu à quel point ça va vite, tu vois, t'as beaucoup moins de certitude, tu vois, sur l'avenir, quoi. Donc d'où le fait de faire des trucs qui scale moins pour avoir beaucoup plus d'agilité sur ce que tu peux déployer, quoi. Et quand vraiment tu as un banger qui marche bien et une tendance qui se dessine, là tu peux arriver sur vas-y comment on automatise ce truc là, quoi. Et il faut pouvoir l'automatiser rapidement avant de perdre le momentum comme on l'a dit tout à l'heure, hein. Parce que si tu mets un an à automatiser un bordel et qu'en fait en un an le truc est devenu obsolète, bon ça sert à rien d'aller créer des usines à gaz là-dessus, quoi. Et l'autre point ce serait là sur la partie marketing, comme tu disais, si vous avez la chance d'avoir une équipe marketing qui met en place des actions, etc., euh, notamment sur la partie contenu, quoi, bah, essayez de capitaliser là-dessus, parce qu'il y a tout un vivier de prospects qu'on n'a pas voulu traiter sur les dernières années parce qu'il n'y a pas forcément besoin de le faire, hein. Il y a beaucoup d'équipes sales qui vivaient en vase clos des équipes marketing parce que le marketing n'était pas indispensable à leur survie, quoi. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, plus tu vas avancer, euh, moins ce sera vrai de travailler en vase clos parce que en fait, à un moment donné, tu vois, si tu n'arrives plus à avoir les prospects au téléphone, si ça répond plus du tout, enfin, si t'arrives plus à avoir du temps d'attention en face, bah, tu peux rien faire en tant que sales, tu vois. Tu peux être le meilleur call caller du monde, si les mecs te décrochent pas, il se passe rien, hein. Donc, tu vois, Et là-dessus, c'est là que le euh, marketing est hyper content d'avoir gagné la battle, c'est ça. voilà, ouais. Ah, c'est pas qu'ils sont hyper contents d'avoir gagné la battle, parce qu'il y a encore du chemin, Je plaisante, je plaisante, je plaisante. mais c'est C'est un en petit gros private joke. switcher justement plus sur, ok, il y a des mecs
qui gravitent autour de notre marque. Tu vois, qui sont exposés un peu à notre brand, machin, blabla, qui téléchargent nos contenus, je sais pas, tu vois, qui sont sur notre mailing list ou autre. Comment on peut capitaliser là-dessus, même si c'est pas les vrais ICP, hein, parce que souvent les gens qui vont consulter du contenu, bah ça va être les profils opérationnels, c'est pas le C-level que tu veux, quoi. Donc, du coup, il va falloir peut-être aussi accepter d'un point de vue sales qu'il va falloir travailler pas uniquement avec les exécutifs, mais aussi aller tu sais, chasser plus profond sur les comptes et tirer le fil, remonter petit à petit, quoi. Plutôt que de se dire vas-y, lui c'est pas la bonne target, je le prends pas, parce que plus tu vas grimper euh, sur la maturité des comptes, plus tu vas avoir des difficultés à aller cibler le décisionnaire directement en une seule touche comme ça, alors que tu as t'as zéro pénétration sur le compte avec les autres cibles opérationnelles, quoi. Et donc du coup là-dessus, réussir à capitaliser sur ce qu'il y a au niveau marketing, parce que le marketing va te permettre d'avoir une excuse pour aller contacter et follow-up avec ton prospect. Donc toi, tu auras beaucoup moins de difficultés à aller engager une discussion avec quelqu'un qui a commencé à engager avec ton compte, enfin toi avec ton compte, avec ta marque, quoi. VS, à aller prendre quelqu'un qui te connaît ni dev ni d'Adam, qui sort de nulle part, qui sait pas d'où tout sort, qui a pas du tout exposé à ce que vous faites, et donc tu auras beaucoup plus de mal, toi, à aller engager quelque chose avec eux, quoi. Donc toi, ça ce serait aussi l'autre truc qui pourrait être recommandé, la partie marketing, ça peut être une bonne chose d'essayer de capitaliser dessus pour de la croissance plus long terme. Toi, à court terme, le sales va rester quand même le truc le plus intéressant, mais le marketing, je pense, doit avoir un rôle beaucoup plus, enfin, va jouer un rôle beaucoup plus important sur le revenu dans le futur, parce que ça va être ton asset long terme qui va moins se périmer dans le temps, quoi. C'est-à-dire, tu vois, il pourra pas disparaître du jour au lendemain, quoi. Et donc je pense qu'il va y avoir aussi un gros enjeu là-dessus à créer des vraies machines marketing qui vont pouvoir prendre le relais de croissance de la partie sales pour justement backer la partie sales, et faire en sorte que si demain la partie sales se casse un petit peu plus la gueule, t'as quand même un petit relais de croissance à côté où t'as un vivier de prospects que tu peux travailler, quoi. Et donc je pense que ça va changer un petit peu les dynamiques de travail entre les équipes, mais il y a encore un gros boulot là-dessus, hein, parce Les que dynamiques de pouvoir, tu veux dire. Tu veux dire les dynamiques de pouvoir. Bref. Oh, je plaisante, je plaisante. Bref, en tout cas, je trouve ça hyper intéressant. Et en fait, en vrai, je suis d'accord avec ce que tu racontes. Donc voilà, je suis obligée de, euh, de m'incliner. En tout cas, waouh, ça a et duré après, 55 minutes. pour Ah, vas-y. revenir à ce que je voyais sur le truc messaging, je t'ai pas trop répondu sur la partie messaging, sur la partie sales aussi, du coup, une montée en compétences beaucoup plus forte, tu vas être beaucoup plus exigeant par rapport à ce qu'on pouvait faire auparavant, quoi. Et du coup, avoir une meilleure capacité à justement gérer, tu vois, des cycles de vente longs, donc des discussions, enfin, tu vois, une capacité à nurturer tes comptes, à engager de plus en plus d'interlocuteurs auprès de tes comptes, et donc à pouvoir travailler avec tes différents interlocuteurs sur tous les canaux possibles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de faire toutes les actions par téléphone, il faut être bon sur chaque touche, quoi, tu vois. Et il faut aussi avoir du coup les ressources pertinentes pour pouvoir justifier d'aller les follow-up avec telle personne et telle personne, parce que souvent, tu connais, hein, tu peux très vite avoir des bloqueurs parce que ils voient pas l'intérêt. Non, mais c'est bon, on a eu des mots, machin, c'est bon, en fait, on revient vers toi quand il y aura un sujet, machin, je sais pas quoi. Et donc t'as du mal à faire avancer tes trucs parce que en dehors de la démo, t'as rien d'autre de ouf à montrer, et à part faire des updates, tu vois, sur l'éventuel avancée avec le compte, en fait t'as pas de nouvelles informations à leur apporter tu vois, en gros il y a plus de plus-value à avoir un meeting avec toi, quoi. Donc il y aura aussi, je pense, un vrai sujet là-dessus à voir d'un point de vue sales, comment tu peux justifier des meetings en dehors de cette partie démo, quoi. Et donc avoir suffisamment de matière qui vont te permettre d'avoir un facilitateur pour booker tes démos, quoi. Donc tu auras aussi, je pense, tout un sujet là-dessus, mais qui est plus un sujet sales enablement. Ok, waouh, très cool. Écoute, merci Alex pour tout ça, pour ce Merci à toi pour partage. De l'invitation. toute façon, on reste connecté en 2025 pour voir, Oui. voilà, ou pour updater. Et on fera un épisode sur le messaging. On en parle trop peu et en tout cas trop peu bien. Voilà, écoute, merci beaucoup. Si vous voulez suivre Alex, c'est où? C'est via LinkedIn, c'est ça, Ouais, principalement. ça peut être LinkedIn. Sur mon website, j'ai ma newsletter sur les landing pages, mais bon, c'est pas forcément relié sales, quoi. Donc, ouais, ce serait pour les sales, c'est plutôt LinkedIn, où du coup, j'ai du contenu là-bas sur toute la partie pro. Ok, cool. Je vous invite à voir. Le contenu est très stylé. Merci beaucoup Alex encore une fois et à très Merci à vite. toi. Ciao, ciao. À plus tard. À plus.